Merci, Monsieur le Président. Évoquer la responsabilité écologique dans le domaine juridique, ça invite plus en amont à penser les relations entre l'homme d'un côté, qui est le seul être juridiquement responsable, et la nature de l'autre. Et pour bien comprendre cette mise en perspective, je pense qu'un rappel des grandes lignes de ce qu'est la responsabilité en droit et de comment la nature et l'environnement est prise en compte en droit, et en particulier en droit national, est un préalable nécessaire. La responsabilité juridique, d'abord, suppose de répondre de ses actes. Une responsabilité qui peut être publique ou privée. Publique en ce sens que l'État est le gardien de l'ordre public, écologique notamment, et qu'il se doit de faire respecter les règles en la matière. S'il est défaillant, alors ces agents peuvent voir leur responsabilité engagée au titre de la responsabilité administrative. La responsabilité est également privée, soit qu'il s'agisse d'intervenir pour réparer des dommages, auquel cas on parle de responsabilité civile, soit qu'il s'agisse de sanctionner des comportements jugés suffisamment graves au titre des infractions et donc du droit pénal, à la condition que la société considère qu'il y ait là une valeur à protéger. Voilà qui est classique. Quant à l'environnement, eh bien, l'habit juridique dont on l'a nimbé, notamment en 1804, à l'occasion de l'adoption du Code civil, correspond à l'époque, une époque destinée à protéger les propriétaires terriens, une propriété individuelle, l'environnement, relève de la terre, relève des cultures. Il renvoie au propriétaire et il peut être protégé à la condition d'être approprié. Simplement, cette protection est limitée puisque l'ensemble de la nature n'est pas titulaire d'un propriétaire et donc d'un gardien, et aussi parce que le propriétaire dispose, au titre du Code civil, d'un pouvoir absolu sur sa chose. Et puis, la plupart des autres éléments environnementaux relèvent des choses non appropriées, d'un bien ou d'un patrimoine qui renvoie à l'intérêt collectif parce qu'on considère que les ressources sont inépuisables. Et donc, à cette particularité, il y a comme conséquence en droit que l'on peut l'utiliser de la manière la plus large. Le gardien naturel alors de ces choses communes est alors l'État. Finalement, la responsabilité d'un côté, l'environnement de l'autre, ont passé de longues années sans réellement se croiser. La première rencontre a eu lieu quand les activités pré-industrielles et industrielles ont occasionné des gênes pour le voisinage, des fumées, des odeurs, des bruits. Le juge a alors consacré une théorie que l'on appelle la théorie des troubles anormaux du voisinage, dès 1844. La sanction est toujours d'ailleurs assez simple, une cessation du trouble ou une réparation, souvent d'ailleurs symbolique. En tous les cas, il ne s'agit certainement pas de ce que l'on pourrait appeler une responsabilité écologique, puisqu'il s'agit ici de prendre en compte les atteintes à l'environnement, mais uniquement ce que l'environnement est un vecteur de dommages pour l'homme. Il s'agit alors simplement des préjudices causés via l'environnement. Ce n'est que ici une protection indirecte dès lors dont il s'agit. Et puis, vu l'augmentation de la pression des activités humaines sur l'environnement, c'est un appel à une responsabilité authentiquement écologique dont il va être rapidement question, dans la mesure où il ne s'agit plus simplement d'une protection de l'environnement indirecte, mais directe, d'une protection dans ce cas-là qui passe avant tout par l'État. L'État est le premier gardien de la nature. Dans les années 70 en France vont naître les premières lois en matière environnementale, dont la valeur protégée est tout spécialement la valeur écologique. On peut alors parler de responsabilité écologique, mais qui est une responsabilité de nature essentiellement administrative, et dans un rapport de verticalité, de puissance publique. Et puis dans un second temps, dans les années 2000, progressivement, la responsabilité écologique a acquis une dimension horizontale, des règles générales valables non seulement parce que sécrétées d'en haut, mais aussi parce que relevant de principes généraux de droit privé applicables aux individus,
applicable aux entreprises. On peut alors parler de droit et aussi de devoir. La Charte constitutionnelle de l'environnement en 2005 nous dit que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et plus loin, dans l'article qui suit, toujours de la même charte, toute personne a cette fois un devoir de prendre part à la préservation de l'environnement. Une dimension de la responsabilité proprement écologique consacrée à l'échelle nationale et évidemment, dans le déroulé de l'intervention, on verra que cette responsabilité mérite d'être envisagée globalement, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Deux temps de réflexion méritent ici d'être approfondis parce que penser la responsabilité écologique invite à repenser la nature juridique de l'environnement entre sujet et objet. Ce sera le premier point de la réflexion. Et de voir ensuite, dans un second temps, comment la nature peut servir à construire un véritable projet pour la responsabilité, un projet d'avenir. La nature, entre sujet et objet, voilà qui renvoie à la summa divisio du droit romain. Et finalement, penser une responsabilité à l'égard de l'environnement invite à repenser cette summa divisio et cette dichotomie habituelle. Trois questions. La première, est-ce que étendre notre responsabilité à l'égard de la nature implique de reconnaître la qualité de sujet de droit à l'environnement? Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a ce que George Hardin a appelé la tragédie des communs, la tragédie selon laquelle, finalement, la nature n'aurait pas la qualité de sujet de droit. Des propositions ont eu lieu en ce sens aux États-Unis pour protéger des séquoias centenaires contre la construction d'un parc d'attractions. En France, Marie-Angèle Hermite propose de reconnaître la qualité de sujet à la diversité biologique. La Constitution équatorienne, plus récemment, en 2008, qualifie la Pachamama de sujet de droit et en tire les conséquences, puisqu'elle évoque que la nature dispose dès lors d'un droit à réparation en nature en cas d'atteinte. L'actualité montre qu'un tribunal argentin, l'année dernière, a qualifié de personne, une personne non humaine, une femelle orang-outan qui était détenue dans un zoo dans des conditions considérées comme inacceptables, et a considéré que, étant privée illégalement de liberté, elle devait être ensuite transférée dans une réserve. Voilà l'aptitude à la reconnaissance de sujet de droit de la nature qui est démontrée par ces différentes illustrations. Qu'en penser ? Si on le met en perspective avec la notion de responsabilité, finalement, cela aurait un avantage de reconnaître la qualité de sujet de droit à la nature, c'est de ne pas bouleverser ce qu'est la responsabilité, parce que la responsabilité implique de mettre en balance deux patrimoines, et essentiellement la responsabilité civile, le patrimoine d'une victime et le patrimoine qui est créancière et le patrimoine du responsable qui, lui, est le débiteur. Pour autant, il me semble que cette évolution et cette subjectivation restent isolées. Sa généralisation n'est pas acquise et elle présente comme risque d'entendre de la part de certains que si la nature est sujet de droit, elle devrait être alors sujet de devoir, et l'on reviendrait alors à un risque de procès des animaux du Moyen-Âge. Mais surtout, cette subjectivation ne me semble pas nécessaire. Alors, faut-il aller dans le sens, deuxième idée, d'une objectivation ou d'une réification de la nature? Un propriétaire derrière chaque éléphant, un propriétaire derrière chaque désert, où la propriété serait la meilleure gardienne de la nature. Ce mouvement de réification va grandissant au travers de l'économie et de la création de marchés spécifiques, notamment les marchés de gaz à effet de serre. Ou encore, pour la biodiversité, ce que l'on appelle aux États-Unis les mitigation banks. En France, ça existe sous la forme de ce qu'on appelle les réserves d'actifs naturels. Une société acquiert des espaces naturels, les protège, et contre cette protection, vend à des infrastructures, en particulier des constructeurs d'autoroutes, lui vend ce que certains appellent un droit à polluer, ce que d'autres vont appeler une obligation de compensation. Là encore, cette voie de l'appropriation présente des limites. Le marché carbone en Europe fonctionne mal. Peut-on mettre un propriétaire
derrière des écosystèmes ou des éléments complexes comme des espèces ou des oiseaux migrateurs. Je crois que finalement, ce dont nous pouvons être d'accord, c'est que la nature est certainement un objet de devoir à l'égard des hommes. Considérer cela nous permet de dépasser le débat entre sujet et objet. Cela nous renvoie aussi à la spécificité de l'homme, qui est, disait Hans Jonas, d'assumer ses responsabilités, à la condition d'admettre que le concept de responsabilité évolue alors, non seulement dans un rapport symétrique entre deux personnes ou deux patrimoines individuels, mais aussi dans un rapport asymétrique, entre d'un côté une personne et de l'autre un intérêt objectif, collectif qu'est la nature. À partir du moment où on se rend compte qu'une responsabilité authentiquement écologique est tenable parce qu'elle suppose simplement de consacrer en creux l'existence de voir l'homme à l'égard de la nature, il reste dans un second temps, une manière plus rapide, à envisager dans quelle mesure la nature représente alors un projet pour la responsabilité, comment alors mettre en œuvre cette responsabilité écologique. Pour qu'elle soit légitime et pour qu'elle soit efficace, il me semble que cette responsabilité doit remplir trois fonctions. Il faut, à mon sens, renforcer la régulation environnementale et puis la réparation des atteintes à l'environnement pour terminer par une amélioration de la répression des crimes contre l'environnement. Renforcer la régulation environnementale au travers de l'acteur naturel de cette régulation, en français on dirait réglementation évidemment, l'administration, en considérant que l'inertie des États, et l'inertie de l'État en français en particulier, sa carence peut être fautive et source de responsabilité. Pour preuve aujourd'hui, le tribunal administratif de Rennes, la cour administrative d'appel de Rennes a condamné l'État français à verser des sommes importantes, 7 millions d'euros, au département des Côtes-d'Armor pour les frais liés à la lutte contre les algues vertes. La Cour de justice, en septembre 2014, qui condamne la France pour son incapacité à améliorer la qualité de ses eaux en Bretagne. Voilà pour des actions qui existent d'ores et déjà, et demain alors. L'État pourrait voir sa responsabilité engagée en matière de lutte contre le réchauffement climatique, où l'on voit se multiplier outre-Atlantique, mais aussi en Europe, en particulier aux Pays-Bas, des actions contre les États qui sont alors stigmatisés comme n'en faisant pas assez pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À ce jour, les actions n'ont pas abouti, mais qui sait, à l'avenir, il n'y aurait rien de révolutionnaire. Je l'ai dit, c'est le recours classique que l'on qualifie de recours en carence fautive. Mais à cette régulation naturelle par l'État, il faudrait un relais par les personnes privées, en particulier par les opérateurs privés. Une régulation ou une autorégulation. Aujourd'hui, cela passe par l'information environnementale délivrée par les entreprises dans leurs documents comptables, ce que l'on appelle le reporting extra-financier. Reporting et informations qui vont servir aux investisseurs pour faire leur choix en fonction de l'éthique et des valeurs qu'ils s'attribuent. Voilà pour aujourd'hui et pour demain alors. Pourquoi pas en France? Le projet et la proposition de loi a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, des plans de vigilance environnementale pour les sociétés mères et les donneuses d'ordre, avec un engagement de leurs responsabilités en cas de défaillance. Prévenir, certes, mais aussi réparer en cas de survenance du dommage. Réparer, c'est donc la seconde fonction de la responsabilité écologique. Pour une amélioration de cette réparation, où les Américains ont réagi très tôt, dans les années 80, récemment le Mexique a adopté une loi en ce sens. Le droit français, lui, est plus en retard. La Cour de cassation, dans l'affaire de l'Erika, consacre le préjudice écologique, le répare à hauteur de 13 millions d'euros, mais on est en attente d'une sécurisation et notamment d'une entrée du préjudice écologique dans le Code civil. La garde des Sceaux a annoncé un projet de loi en ce sens depuis déjà 2012 et 2013. Nous l'attendons toujours. Soyons attentifs à ce que les choses ne tardent pas trop. Finalement, la vraie difficulté en matière de réparation du préjudice écologique relève de la causalité, parce que il y a une dilution des causes des dommages environnementaux.
Mais cette dilution conduit à une irresponsabilité collective. Il s'agirait donc de passer d'une irresponsabilité collective à une responsabilité collective qui serait proportionnée au degré de risque occasionné par les uns et les autres, parce que l'inverse conduirait à valider la situation d'une liberté ou d'un droit de nuire à la nature. Pour terminer, et enfin, prévenir, réparer, mais aussi sanctionner au sens de réprimer les comportements les plus graves, autrement dit, réprimer les crimes contre l'environnement. Le diagnostic est clair, tant le droit national que le droit international est insuffisant à lutter contre les crimes les plus graves, qui ne cessent d'augmenter et de s'aggraver. L'expression en anglais en la matière est du « high benefit, low risk », des bénéfices considérables pour un risque pénal infime. La criminalité internationale environnementale est au 4e rang des criminalités internationales, à près de 100 milliards de dollars par an de bénéfices, après les stupéfiants, la contrefaçon, les êtres humains et les trafics d'êtres humains. L'impact n'est pas simplement environnemental, mais aussi sécuritaire, puisque cet argent sert à alimenter des mafias et sert à alimenter également des armées rebelles ou encore des actes terroristes. Le remède face à un tel diagnostic passe certainement par une justice pénale globale, avec d'un côté l'adaptation d'infractions existantes, certainement, notamment quant aux infractions de mise en danger, en prenant en compte non seulement les mises en danger pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Il convient aussi de repenser, de qualifier les crimes environnementaux de crimes graves au sens de la Convention de Palerme sur la criminalité organisée, d'améliorer le droit d'action de la société civile. Voilà pour des outils à rénover. Et je terminerai aussi par un appel à des outils nouveaux. Les forces de résistance en la matière à l'échelle internationale sont fortes. L'Asie résiste, la Chine ne soutient pas vraiment de textes nouveaux et l'Afrique se mobilise assez peu. Récemment, à l'ONU, dans le cadre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en mars 2015, les États, c'est une première, se sont engagés et ont reconnu leur responsabilité pour répondre de manière adéquate à la criminalité organisée. D'ici à la fin du mois de juillet, la fin de la session de l'Assemblée générale des Nations unies, les États devraient adopter une résolution pour entériner leur souhait d'agir contre les crimes contre l'environnement. Il pourrait également être nommé un représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la lutte contre la criminalité environnementale. On voit donc que ce processus d'internalisation et de pénalisation en matière environnementale est en marche. En définitive, la responsabilité écologique à la question qui m'était posée existe, me semble-t-il. Il reste à la consolider non seulement au travers d'outils existants, mais aussi en faisant preuve d'innovation au travers d'outils nouveaux. Je vous remercie.